Bonjour Romain Pertolas. Bonjour Emmanuel. Alors votre premier roman s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, Romain. Il a été traduit dans le monde entier. La semaine prochaine, donc le 2 mai, votre nouveau roman Les Nouvelles Aventures du Fakir au pays d'Ikea sort chez Le Dilettante. Vous nous le présentez ici en avant-première. Votre Fakir est donc devenu riche. Il vit en France, il s'est embourgeoisé et il ne peut plus se regarder dans la glace au sens propre. Oui, c'est un peu ça. Voilà, on est juste après le Fakir 1, on va dire. Il est devenu écrivain à succès. Il passe les journées, ses matins à regarder Télématin à la télé. Il sort plus. Il a écrit un petit livre dont il est assez content. Et il habite dans le 16e arrondissement, dans un bel appartement. Et il envoie son manuscrit à son éditeur et il s'attend à recevoir des louanges sur ce manuscrit. Son éditeur dit vraiment c'est pas bon. Voilà. Il fait 14 pages le livre. Il fait 14 pages en plus, voilà. Et il dit c'est vraiment pas bon. Et donc ça va être le début. Il va falloir qu'il retrouve son âme de fakir un petit peu qu'il a perdu et repartir à l'aventure. C'est complètement loufoque votre livre, Romain Pertolas. Vous partez dans des délires. Je me suis demandé même où vous alliez vous arrêter. Il y a de très mauvais jeux de mots, plein de références absurdes. C'est Monty Python ce livre. Les 4 libraires ont lu votre nouveau roman en avant-première, donc je précise. Ils ont eu cette chance-là. Le Canada, la France, la Belgique ou la Suède. On commence par qui ? La Suède, j'ai dit la Suède, la Suisse, pardon. La Suisse. Qu'est-ce que vous choisissez, Romain ? La Suisse. Allez, Laura Sanchez, allons-y. En libraire suédoise, je prends la parole. Alors, moi d'abord, je confesse que je n'avais pas lu les premières aventures du Fakir, mais je m'y suis quand même retrouvée. Avis à ceux qui auraient raté le début. Ce livre a la forme d'un roman amusant, avec des situations rocambolesques, phrases enjouées, multiples clins d'œil au milieu littéraire, le tout sur fond d'actualité. Donc ça, c'est la forme. Et le fond, là, moi, je suis un peu perdue, en fait. Pour moi, il y a un mélange des genres, justement, avec des scènes extrêmement dramatiques. Donc j'aurais aimé savoir, vous, Romain Pertolas, où êtes-vous ? Et moi, je suis dans le drame, mais édulcoré, en fait. Voilà, je décris la vie telle comme elle est, mais je l'enrobe un petit peu de peinture. Je la peins, je mets du jaune dessus. Voilà. Les murs restent toujours gris, mais il y a de la peinture dessus. Voilà. Sophie Todescato, En France, à Orléans, c'est un livre qui vous a amusé, je crois. Oui, ça m'a amusé. Je trouve qu'on y retrouve les mêmes qualités que dans le premier volume, c'est-à-dire avant tout ce qui fait votre marque de fabrique, Romain, c'est-à-dire ce plaisir très communicatif à inventer, à raconter, le goût du détournement, du loufoque, du jeu sur les clichés. Tout ça en fait un roman vraiment très, très divertissant. Alors, avec peut-être une petite réserve au début, c'est peut-être un peu laborieux au démarrage. Et puis, le Fakir trouve son rythme de croisière gentiment absurde. Donc, rien de plus, mais rien de moins non plus. Vraiment, le contrat est rempli. On rit et on est diverti. Bien, Jérémy Laniel, le plus sévère de tous. Vous me faites peur, rien qu'à vous regarder. L'ennui avec ce livre, c'est que j'ai lu le premier l'année dernière. 4 ans trop tard, certains me diront. Mais à la lecture du 2e tome, j'ai trouvé qu'il y avait de la redite, qu'il y avait de la formule. Je m'y suis malheureusement ennuyé. L'auteur est brillant, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu amouraché de son Fakir, qui lui n'avait plus grand-chose à vivre. Par contre, la fin laisse présager une suite beaucoup plus intéressante. Oui, c'est vrai que le final est exceptionnel. Déborah Damblot est en Belgique et elle aussi. Romain, je suis désolé, ça n'y a plus moyen. Mais bon, vous avez un succès considérable, on va se rassurer avec ça. Mais Déborah, oui. Oui, je suis désolée, mais moi j'ai vécu vraiment un grand et long moment de solitude en essayant de me plonger dans votre livre et j'essayais de me raccrocher à des clous, à des vis, à des trucs Ikea. Et puis je suis pas arrivée à avancer et j'ai même pas trouvé un mot gentil à vous dire. Et pourtant je suis gentille, Emmanuel peut témoigner. Mais vraiment ma seule excuse, c'est que je suis complètement et absolument dénuée de sens de l'humour. Bon, alors, ce qui est très bien, Romain Pertolas, c'est qu'on leur fait livre en avant-première votre livre, qu'on est ravis de vous accueillir et qu'il y a 2 libraires qui n'ont pas aimé. Bon, 2 sur 4, ça fait le débat. Mais c'est bien parce que c'est sincère, au moins. Voilà. Et puis c'est le débat culturel, c'est comme ça. Alors, je suis pas d'accord avec eux parce que je trouve qu'il y a énormément de choses dans ce livre, c'est foisonnant. On apprend même certaines choses étonnantes. Bon, je vais pas tout raconter, mais vous racontez le dénuement. C'est ça qui m'a intéressé, moi. Le dénuement qui est important pour mieux saisir la richesse de la vie. Et vous démontrez, comme ça, votre Fakir démontre, avec son histoire et aussi avec ce qu'il vit aujourd'hui, qu'en Occident, on s'encombre trop. Merci beaucoup, Romain Pertolas. Merci. Vous pouvez applaudir. Romain Pertolas, en avant-première.
Sous-titrage contre doublage, c'est un vieux débat de cinéphiles. Le sous-titrage en France, pendant longtemps et aujourd'hui encore, c'est vu un peu comme quelque chose d'élitiste, voire de snob, non? Quand on parle du sous-titrage, on évoque souvent la chaîne Arte, qui avant même la télévision numérique avait déjà fait ce choix du sous-titrage pour beaucoup de films, Canal+ également, mais à des heures beaucoup plus tardives. Ralph Kuhräuser, c'était justement pour des raisons de service public, d'apprentissage des langues, que ce choix avait été fait chez Arte à l'époque? Alors, la première raison, c'était pas pour l'apprentissage des langues, c'était vraiment... ça fait partie de notre ligne éditoriale. C'est-à-dire, on a les différentes cases de films cinéma, des cinémas d'auteur, cinéma découverte, desquels on diffuse souvent que en version originale sous-titrée. Et les films diffusés en prime time, les cinémas actuels, les cinémas classiques, là, on diffuse les deux versions. Ça veut dire sur le canal principal, la version doublée, et sur le deuxième canal, la version originale sous-titrée. Alors, la France a ce site particulier, Patrick Poivet, que on peut aller au cinéma et regarder aussi bien un film sous-titré ou sa version doublée. Alors, c'est pas systématique, mais c'est le cas. C'est quelque chose d'important, selon vous, de pouvoir garder justement ce choix? C'est fondamental, parce que de toute façon, il faut protéger l'œuvre originale. Ça, il n'y a même pas de discussion possible. Mais le sous-titrage a un des avantages, c'est qu'il y a très peu d'espace, très peu de caractères, en fait. Et vous avez des auteurs qui sont très prolifiques. Alors, vous avez 24 caractères. Et puis, on peut pas... Vous prenez un exemple type, c'est Woody Allen. Woody Allen, en plus, c'est un argot new-yorkais que même les new-yorkais ne comprennent pas. Alors, moi, je veux bien la version originale, mais le sous-titrage, Woody Allen n'arrête pas de parler, donc on peut pas avoir la globalité. Alors, le doublage... des fois peut aider. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition. Mais non. Et c'est génial qu'on puisse avoir la version originale sous-titrée et en même temps la version doublée, parce qu'il y a des petites choses quand même un peu subtiles des fois. Alain Modo, pour revenir à ce côté élitiste qu'on a pu reprocher au sous-titrage pendant un temps, est-ce qu'il y a comme ça un sous-titrage des villes et un doublage des champs? Finalement, en habitant en ville, à Paris principalement, on va voir des films sous-titrés, et puis en province, l'offre c'est plutôt le doublage. Pour voir un film sous-titré, même pendant le festival de Cannes à Cannes, il faut vraiment chercher la salle, quoi. Je rappellerai que Arte, avant effectivement d'avoir 2 canaux numériques, Arte, qui diffusait des films sous-titrés, avait arrêté la diffusion des films sous-titrés, notamment en prime time, parce que tout bêtement l'audience chutait de 4 ou 5. Et donc c'était vraiment le frein, le sous-titrage. En Europe et en France, il y a vraiment deux cartographies. Il y a la cartographie du cinéma et l'ensemble de pays où il y a véritablement que du doublage, ou quasiment que du doublage. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. En Italie, à Rome, vous avez 2 salles qui vous donnent des films en version sous-titrée. En Espagne, il y en a peut-être 1 ou 2 à Madrid, et un peu plus. Angleterre, c'est vraiment un pays où l'anglais est tellement présent que le sous-titrage n'existe quasiment pas. L'Allemagne est un pays de doublage aussi. Et vous avez une Europe, par contre, du sous-titrage dans les pays nordiques, dans les pays, dans d'autres pays, où effectivement, les pays de l'Est aussi, où on trouve aussi d'ailleurs le voice-over. Le voice-over. Alors expliquez-nous, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Le voice-over, ce sont des voix qui passent au-dessus de la voix principale, mais dont le son a été baissé, et une autre voix donne une version dans la langue du pays. Et c'est tellement ancré dans certaines cultures, c'est le cas de la Pologne par exemple, où le voice-over est tellement ancré que quand la télévision publique polonaise a voulu passer à la version doublée, on leur a dit mais rendez-nous le voice-over. Il y a eu une campagne pour le voice-over. « 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier. Bonjour Anne Foucamberg. C'est bientôt l'heure du week-end et vous nous emmenez justement au café. Et oui, puisque vous le savez, une association de professionnels du zinc veut faire entrer les bistrots et terrasses de Paris au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Merci Anne Foucamberg, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal. Le journal des idées, Jacques Munier.
Déjà en 2010, c'était le repas gastronomique des Français qui avait intégré la liste du patrimoine culturel immatériel. Il ne s'agissait pas en l'occurrence de la haute gastronomie, mais du rituel populaire du repas quotidien ou exceptionnel, celui des fêtes ou bien celui où l'on reçoit le plat du jour au bistrot ou la cuisine bourgeoise, soit à la fois un art de vivre et une forme éprouvée du lien social. Demain, ce sont donc les cafés et terrasses de Paris qui pourraient figurer dans la liste de l'UNESCO. Dans son éloge du bistrot parisien, Marc Auger a écrit de belles pages sur ces relations de surface qui se nouent au café, esquivant la profondeur ou l'attachement. Trouver un peu de compagnie, même anonyme, tout en conservant son quant à soi, ou s'isoler à une table au milieu des gens. Le dispositif spatial du bistrot est parfaitement adapté à ce type de lien souple avec son comptoir comme un havre et un pôle. L'agencement des salles et la disposition des tables qui forment un espace, je cite l'anthropologue, tout en seuil et en transition qui n'accapare ni n'exclut personne. Peu de villes comptent autant de bistrots, de brasseries, de terrasses et de cafés que Paris. Le réseau serré des établissements dessine une géographie idéale, favorable à toutes les équipées et à bien des dérives. Bien plus qu'un élément du paysage parisien, ils en sont l'expression la plus caractéristique. Le cinéma leur a constamment rendu cet hommage, d'Hôtel du Nord à Amélie Poulain et de Verneuil à Truffaut, Robert Altman, Quentin Tarantino ou Woody Allen. Notre langue, dans son versant populaire et fleuri, porte la trace de cette omniprésence urbaine. Troquet, bistroquet, mastroquet, caboulot, rade. Et la littérature vient ajouter au symbolique combien de mouvements littéraires, de cénacles poétiques, de groupes d'avant-garde ne se sont-ils formés, réunis, déchirés dans les troquets parisiens. C'est donc bien d'un fait social et culturel total qu'il s'agit. Bonjour Emmanuel Mouron. Bonjour Sophie Rissel. Emprunter une œuvre des collections de Nantes-Saint-Nazaire pour la mettre chez soi, c'est possible. Eh oui, vivre avec une œuvre originale chez soi sans la posséder, c'est ce que propose l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, qui vient de lancer un site internet grâce auquel les habitants de la région peuvent dès à présent réserver une œuvre d'art en ligne. De plus, ils n'auront même pas à se déplacer, car l'œuvre sera directement livrée et installée chez eux pour 50 € et pour une durée maximum de 3 mois. Les habitants pourront ainsi louer une œuvre parmi les 500 références proposées par l'École des Beaux-Arts. Ils auront par exemple le choix entre plusieurs œuvres du célèbre artiste français Ben, qui propose des œuvres originales où sont inscrites des phrases positives ou philosophiques, et pour lesquelles il y a déjà une liste d'attente. Ceux qui préfèrent les artistes de renommée internationale auront la possibilité de louer des croquis réalisés par Picasso. Oh, je vous rassure, il s'agit de reproductions, mais qui permettront peut-être à certains d'impressionner leurs proches. Toutefois, le principal objectif de cette initiative est de faire connaître les artistes locaux. En tout cas, c'est une idée formidable, car c'est accessible à tout le monde, et ça permet de se cultiver chez soi. En plus, le système de réservation est simple, et il n'est pas nécessaire de donner de l'argent en garantie. En effet, si l'œuvre subit des dégradations, c'est l'assurance de responsabilité civile qui s'occupe de tout. Depuis sa mise en place, cette initiative rencontre déjà pas mal de succès. La location s'adresse avant tout aux collectionneurs qui ne se seraient pas encore décidés à acheter une œuvre. Malgré tout, une trentaine de particuliers ont déjà réservé des œuvres sur le site. C'est par exemple le cas de Juliette, mère de famille, qui a été séduite par le concept et qui compare cette expérience à l'emprunt de livres à la bibliothèque. Par ailleurs, les écoles primaires et les collèges ont aussi apprécié l'initiative. Ils réservent souvent une dizaine d'œuvres en même temps pour faire une exposition, ce qui permet notamment de développer la curiosité artistique des élèves. Les entreprises, quant à elles, utilisent également ce système de location d'œuvres d'art pour les installer dans leurs locaux afin de les rendre plus chaleureux.
Bonjour Romain Puertolas. Bonjour Emmanuel. Alors votre premier roman s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, Romain. Il a été traduit dans le monde entier. La semaine prochaine, donc le 2 mai, votre nouveau roman, Les Nouvelles Aventures du Fakir au pays d'Ikea, sort chez Le Dilettante. Vous nous le présentez ici en avant-première. Votre Fakir est donc devenu riche. Il vit en France, il s'est embourgeoisé et il ne peut plus se regarder dans la glace au sens propre. Oui, c'est un peu ça. Voilà, on est juste après le Fakir 1, on va dire. Il est devenu écrivain à succès. Il passe ses journées, ses matins à regarder Télématin à la télé. Il sort plus. Il a écrit un petit livre dont il est assez content. Et il habite dans le 16e arrondissement, dans un bel appartement. Et il envoie son manuscrit à son éditeur et il s'attend à recevoir des louanges sur ce manuscrit. Son éditeur dit vraiment c'est pas bon. Voilà. Il fait 14 pages le livre. Il fait 14 pages en plus, voilà. Et il dit c'est vraiment pas bon. Et donc ça va être le début. Il va falloir qu'il retrouve son âme de fakir un petit peu qu'il a perdu et repartir à l'aventure. C'est complètement loufoque votre livre, Romain Puertolas. Vous partez dans des délires. Je me suis demandé même où vous alliez vous arrêter. Il y a de très mauvais jeux de mots, plein de références absurdes. C'est Monty Python ce livre. Les 4 libraires ont lu votre nouveau roman en avant-première, donc je précise, ils ont eu cette chance-là. Le Canada, la France, la Belgique ou la Suède. On commence par qui ? La Suède, j'ai dit la Suède, la Suisse, pardon. La Suisse. Qu'est-ce que vous choisissez, Romain ? La Suisse. Allez, Laura Sanchez, allons-y. Et en libraire suédoise, je prends la parole. Alors, moi d'abord, je confesse que je n'avais pas lu les premières aventures du Fakir, mais je m'y suis quand même retrouvée. Avis à ceux qui auraient raté le début. Ce livre a la forme d'un roman amusant, avec des situations rocambolesques, phrases enjouées, multiples clins d'œil au milieu littéraire, le tout sur fond d'actualité. Donc ça, c'est la forme. Et le fond, là, moi, je suis un peu perdue, en fait. Pour moi, il y a un mélange des genres, justement, avec des scènes extrêmement dramatiques. Donc j'aurais aimé savoir, vous, Romain Puertolas, où êtes-vous ? Et moi, je suis dans le drame, mais édulcoré, en fait. Voilà, je décris la vie telle comme elle est, mais je l'enrobe un petit peu de peinture. Je la peins, je mets du jaune dessus. Voilà. Les murs restent toujours gris, mais il y a de la peinture dessus. Voilà. Sophie Todescato, En France à Orléans, c'est un livre qui vous a amusé, je crois. Oui, ça m'a amusé. Je trouve qu'on y retrouve les mêmes qualités que dans le premier volume, c'est-à-dire avant tout ce qui fait votre marque de fabrique, Romain, c'est-à-dire ce plaisir très communicatif à inventer, à raconter, le goût du détournement, du loufoque, du jeu sur les clichés. Tout ça en fait un roman vraiment très, très divertissant. Alors, avec peut-être une petite réserve au début, c'est peut-être un peu laborieux au démarrage. Et puis, le Fakir trouve son rythme de croisière gentiment absurde. Donc, rien de plus, mais rien de moins non plus. Vraiment, le contrat est rempli. On rit et on est diverti. Bien, Jérémy Laniel, le plus sévère de tous, vous me faites peur, rien qu'à vous regarder. L'ennui avec ce livre, c'est que j'ai lu le premier l'année dernière, 4 ans trop tard, certains me diront, mais à la lecture du 2e tome, j'ai trouvé qu'il y avait de la redite, qu'il y avait de la formule. Je m'y suis malheureusement ennuyé. L'auteur est brillant, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu amouraché de son fakir, qui lui n'avait plus grand-chose à vivre. Par contre, la fin laisse présager une suite beaucoup plus intéressante. Ouais, c'est vrai que le final est exceptionnel. Déborah Damblot est en Belgique et elle aussi. Romain, je suis désolé, ça n'y a plus moyen, mais bon, vous avez un succès considérable, on va se rassurer avec ça. Mais Déborah, oui. Oui, je suis désolée, mais moi j'ai vécu vraiment un grand et long moment de solitude en essayant de me plonger dans votre livre et j'essayais de me raccrocher à des clous, à des vis, à des trucs Ikea. Et puis je suis pas arrivée à avancer et j'ai même pas trouvé un mot gentil à vous dire. Et pourtant je suis gentille, Emmanuel peut témoigner. Mais vraiment ma seule excuse, c'est que je suis complètement et absolument dénuée de sens de l'humour. Bon, alors, ce qui est très bien, Romain Puertolas, c'est qu'on leur fait livre en avant-première votre livre, qu'on est ravis de vous accueillir et qu'il y a 2 libraires qui n'ont pas aimé. Bon, 2 sur 4, ça fait le débat. Mais c'est bien parce que c'est sincère, au moins. Voilà. Et puis c'est le débat culturel, c'est comme ça. Alors, je suis pas d'accord avec eux parce que je trouve qu'il y a énormément de choses dans ce livre, c'est foisonnant. On apprend même certaines choses étonnantes. Bon, je vais pas tout raconter, mais vous racontez le dénuement. C'est ça qui m'a intéressé, moi. Le dénuement qui est important pour mieux saisir la richesse de la vie. Et vous démontrez, comme ça, votre Fakir démontre, avec son histoire et aussi avec ce qu'il vit aujourd'hui, qu'en Occident, on s'encombre trop. Merci beaucoup, Romain Puertolas. Merci. Vous pouvez applaudir Romain Puertolas en avant-première. Sous-titrage contre doublage, c'est un vieux débat de cinéphiles. Le sous-titrage en France, pendant longtemps et aujourd'hui encore, c'est vu un peu comme quelque chose d'élitiste, voire de snob, non ? Quand on parle du sous-titrage,
on évoque souvent la chaîne Arte, qui avant même la télévision numérique avait déjà fait ce choix du sous-titrage pour beaucoup de films, Canal+ également, mais à des heures beaucoup plus tardives. Ralph Kuhräuser, c'était justement pour des raisons de service public, d'apprentissage des langues, que ce choix avait été fait chez Arte à l'époque. Alors, la première raison, c'était pas pour l'apprentissage des langues, c'était vraiment, ça fait partie de notre ligne éditoriale. C'est-à-dire, on a les différentes cases de films cinéma, des cinémas d'auteur, cinéma découverte, desquels on diffuse souvent que en version originale sous-titrée. Et les films diffusés en prime time, les cinémas actuels, les cinémas classiques, là, on diffuse les deux versions. Ça veut dire sur le canal principal, la version doublée, et sur le deuxième canal, la version originale sous-titrée. Alors, la France a ce site particulier, Patrick Poivet, que on peut aller au cinéma et regarder aussi bien un film sous-titré ou sa version doublée. Alors, c'est pas systématique, mais c'est le cas. C'est quelque chose d'important, selon vous, de pouvoir garder justement ce choix. C'est fondamental, parce que de toute façon, il faut protéger l'œuvre originale. Ça, il n'y a même pas de discussion possible. Mais le sous-titrage a un des avantages, c'est qu'il y a très peu d'espace, très peu de caractères, en fait. Et vous avez des auteurs qui sont très prolifiques. Alors, vous avez 24 caractères. Et puis, on peut pas, vous prenez un exemple type, c'est Woody Allen. Woody Allen, en plus, c'est un argot new-yorkais que même les new-yorkais ne comprennent pas. Alors, moi, je veux bien la version originale, mais le sous-titrage, Woody Allen n'arrête pas de parler, donc on peut pas avoir la globalité. Alors, le doublage, des fois peut aider. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition. Et mais non. Et c'est génial qu'on puisse avoir la version originale sous-titrée et en même temps la version doublée, parce qu'il y a des petites choses quand même un peu subtiles des fois. Alain Modo, pour revenir à ce côté élitiste qu'on a pu reprocher au sous-titrage pendant un temps, est-ce qu'il y a comme ça un sous-titrage des villes et un doublage des champs? Finalement, en habitant en ville, à Paris principalement, on va voir des films sous-titrés, et puis en province, l'offre c'est plutôt le doublage. Pour voir un film sous-titré, même pendant le festival de Cannes à Cannes, il faut vraiment chercher la salle, quoi. Je rappellerai que Arte, avant effectivement d'avoir 2 canaux numériques, Arte, qui diffusait des films sous-titrés, avait arrêté la diffusion des films sous-titrés, notamment en prime time, parce que tout bêtement l'audience chutait de 4 ou 5. Et donc, c'était vraiment le frein, le sous-titrage. En Europe et en France, il y a vraiment deux cartographies. Il y a la cartographie du cinéma et d'un certain nombre de pays où il y a véritablement que du doublage, ou quasiment que du doublage. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. En Italie, à Rome, vous avez 2 salles qui vous donnent des films en version sous-titrée. En Espagne, il y en a peut-être 1 ou 2 à Madrid, ou un peu plus. Angleterre, c'est vraiment un pays où l'anglais est tellement présent que le sous-titrage n'existe quasiment pas. L'Allemagne est un pays de doublage aussi. Et vous avez une Europe, par contre, du sous-titrage dans les pays nordiques, dans les pays, dans d'autres pays où, effectivement, les pays de l'Est aussi, où on trouve aussi, d'ailleurs, le voice-over. Le voice-over. Alors, expliquez-nous, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Le voice-over, ce sont des voix qui passent au-dessus de la voix principale, mais dont le son a été baissé, et une autre voix donne une version dans la langue du pays. Et c'est tellement ancré dans certaines cultures, c'est le cas de la Pologne par exemple, où le voice-over est tellement ancré que quand la télévision publique polonaise a voulu passer à la version doublée, on leur a dit mais rendez-nous le voice-over. Il y a eu une campagne pour le voice-over. – 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier. Bonjour Anne Foucanberg. C'est bientôt l'heure du week-end et vous nous emmenez justement au café. Et oui, puisque vous le savez, une association de professionnels du zinc veut faire entrer les bistrots et terrasses de Paris au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Merci Anne Foucanberg, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal. Le journal des idées, Jacques Munier.
Déjà en 2010, c'était le repas gastronomique des Français qui avait intégré la liste du patrimoine culturel immatériel. Il ne s'agissait pas en l'occurrence de la haute gastronomie, mais du rituel populaire du repas quotidien ou exceptionnel, celui des fêtes ou bien celui où l'on reçoit le plat du jour au bistrot ou la cuisine bourgeoise, soit à la fois un art de vivre et une forme éprouvée du lien social. Demain, ce sont donc les cafés et terrasses de Paris qui pourraient figurer dans la liste de l'UNESCO. Dans son éloge du bistrot parisien, Marc Auger a écrit de belles pages sur ces relations de surface qui se nouent au café, esquivant la profondeur ou l'attachement. Trouver un peu de compagnie, même anonyme, tout en conservant son quant à soi, ou s'isoler à une table au milieu des gens. Le dispositif spatial du bistrot est parfaitement adapté à ce type de lien souple avec son comptoir comme un havre et un pôle. L'agencement des salles et la disposition des tables qui forment un espace, je cite l'anthropologue, tout en seuil et en transition qui n'accapare ni n'exclut personne. Peu de villes comptent autant de bistrots, de brasseries, de terrasses et de cafés que Paris. Le réseau serré des établissements dessine une géographie idéale, favorable à toutes les équipées et à bien des dérives. Bien plus qu'un élément du paysage parisien, ils en sont l'expression la plus caractéristique. Le cinéma leur a constamment rendu cet hommage, d'Hôtel du Nord à Amélie Poulain et de Verneuil à Truffaut, Robert Altman, Quentin Tarantino ou Woody Allen. Notre langue, dans son versant populaire et fleuri, porte la trace de cette omniprésence urbaine. Troquet, bistroquet, mastroquet, caboulot, rade. Et la littérature vient ajouter au symbolique combien de mouvements littéraires, de cénacles poétiques, de groupes d'avant-garde ne se sont-ils formés, réunis, déchirés dans les troquets parisiens. C'est donc bien d'un fait social et culturel total qu'il s'agit. Bonjour Emmanuel Mouron. Bonjour Sophie Rissel. Emprunter une œuvre des collections de Nantes-Saint-Nazaire pour la mettre chez soi, c'est possible. Eh oui, vivre avec une œuvre originale chez soi sans la posséder, c'est ce que propose l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, qui vient de lancer un site internet grâce auquel les habitants de la région peuvent dès à présent réserver une œuvre d'art en ligne. De plus, ils n'auront même pas à se déplacer, car l'œuvre sera directement livrée et installée chez eux pour 50 € et pour une durée maximum de 3 mois. Les habitants pourront ainsi louer une œuvre parmi les 500 références proposées par l'École des Beaux-Arts. Ils auront par exemple le choix entre plusieurs œuvres du célèbre artiste français Ben, qui propose des œuvres originales où sont inscrites des phrases positives ou philosophiques, et pour lesquelles il y a déjà une liste d'attente. Ceux qui préfèrent les artistes de renommée internationale auront la possibilité de louer des croquis réalisés par Picasso. Oh, je vous rassure, il s'agit de reproductions, mais qui permettront peut-être à certains d'impressionner leurs proches. Toutefois, le principal objectif de cette initiative est de faire connaître les artistes locaux. En tout cas, c'est une idée formidable, car c'est accessible à tout le monde, et ça permet de se cultiver chez soi. En plus, le système de réservation est simple, et il n'est pas nécessaire de donner de l'argent en garantie. En effet, si l'œuvre subit des dégradations, c'est l'assurance de responsabilité civile qui s'occupe de tout. Depuis sa mise en place, cette initiative rencontre déjà pas mal de succès. La location s'adresse avant tout aux collectionneurs qui ne se seraient pas encore décidés à acheter une œuvre. Malgré tout, une trentaine de particuliers ont déjà réservé des œuvres sur le site. C'est par exemple le cas de Juliette, mère de famille, qui a été séduite par le concept et qui compare cette expérience à l'emprunt de livres à la bibliothèque. Par ailleurs, les écoles primaires et les collèges ont aussi apprécié l'initiative. Ils réservent souvent une dizaine d'œuvres en même temps pour faire une exposition, ce qui permet notamment de développer la curiosité artistique des élèves. Les entreprises, quant à elles, utilisent également ce système de location d'œuvres d'art pour les installer dans leurs locaux afin de les rendre plus chaleureux.